Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième vidéo sur la princesse de Clèves. Voilà le premier texte de la princesse de Clèves, le portrait de la future princesse qui est encore à ce stade que Mademoiselle de Chartres. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué l'importance qu'il fallait accorder au contexte et à tous ces noms ronflants de la royauté qu'on découvrait dans les pages qui précèdent. Et au tout début, nous avons analysé le tout début de ce portrait. Donc, je vous ai dit que dans les premières lignes de notre extrait, nous avions une description de la beauté physique de la princesse qui impressionne toute cette cour royale un petit peu blasée, un petit peu cynique. Bien. Donc, au début, dans les 4 premières lignes, elle n'est pas nommée, c'est anonyme, on insiste sur sa splendeur physique et l'effet qu'elle provoque sur les gens de la cour qu'on a pu découvrir préalablement. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissée sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Et nous nous arrêtons ici. Alors, ce qui est très important aussitôt de repérer, c'est que tout de suite après la beauté physique de la princesse, vont apparaître 2 choses. Déjà, ce qu'on pourrait appeler une sorte de généalogie. Tout de suite, on apprend à quelle famille elle appartient. Ça, c'est très important puisque, que ce soit en 1678, au moment de la publication de la princesse de Clèves, ou en 1550, à peu près au moment où se déroule l'histoire, on est confronté à des familles de la noblesse qui accordent énormément d'importance à leur arbre généalogique. D'accord ? Les quartiers de noblesse, voilà, on fait remonter l'origine au Moyen-Âge, on essaye d'aller très très haut et ainsi de suite pour vraiment justifier de son statut. Voilà, on est fier de ses origines, on remonte très haut, on essaye de faire remonter à des aïeux 200, 300, 400 ans avant, imaginons. Donc, ici, tout de suite, cette beauté qui arrive comme une sorte de comète, de météorite qui tombe comme ça, boum, au milieu de la cour, elle ne vient pas de nulle part. Non seulement elle est très très belle, mais en plus, elle a un pédigré, si je puis dire, particulièrement brillant également, puisque elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Donc là aussi, hyperbole pour sa beauté physique et hyperbole pour sa généalogie. Donc véritablement, elle a tout pour elle, elle a toutes les qualités. Son père était mort jeune et l'avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Alors il convient de s'arrêter sur cette énumération parce que le bien, la vertu, le mérite, ça c'est très très important parce que ça va rejaillir sur sa fille. Évidemment, c'est pas le tout d'être noble, mais il faut quand même un petit peu pouvoir le montrer. Et avoir du bien, donc avoir de l'argent, c'est quand même plutôt pas mal. Et ça peut être assez bien vu, notamment dans un système où, dans le mariage, les jeunes filles arrivent avec une dot. Mais aussitôt après, ce qui m'intéresse et ce qui doit vous intéresser encore plus, c'est l'arrivée de valeurs morales. C'est-à-dire que aussitôt on a la vertu et le mérite. Madame de Chartres, donc la maman de Mademoiselle de Chartres, est une femme vertueuse et qui est pleine de mérite. Alors, le mérite, ça n'a pas tout à fait le même sens que de nos jours, du genre
« Oh là là, tu travailles bien à l'école, c'est pas facile, tu as du mérite ». Bon, c'est un sens qui est un peu plus fort. Et donc, arrivé à ce stade-là, que constatons-nous? Cette jeune fille qui arrive à la cour, elle est très belle, elle appartient à une famille très prestigieuse, à une des grandes familles de la cour de France. Et en plus, elle a une mère qui vraisemblablement l'éduque bien en l'absence d'un père. Donc elle est belle, elle est riche et elle va avoir des valeurs morales. Voilà. On constate quoi au bout de quelques lignes? Eh bien, elle a tout. Elle a tout pour séduire, elle a tout pour fasciner et elle a tout pour être digne d'attrait dans cette cour de Henri II. Et en plus, petite anecdote, petit détail, après la mort de son mari, on nous dit que Madame de Chartres avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Alors il était bien évidemment normal, voire obligatoire, après le décès de son conjoint, de porter le deuil. Mais là, ici, passer plusieurs années sans revenir à la cour, ça signifie qu'elle a voulu passer plusieurs années sans distraction mondaine, sans frivolité, sans ce qu'on appelle des mondanités, et aussi peut-être quelque part pour se préserver et préserver sa fille, parce qu'elle avait sans doute conscience d'un certain nombre de dangers inhérents à cette cour de Henri II, une cour où on parle beaucoup dans le dos des gens, une cour où il y a beaucoup de racontards, où les gens cherchent à nuire à d'autres pour gagner un petit peu de pouvoir. Et elle se dit, en m'éloignant et en éloignant ma fille de cette cour et de cet univers, je me protège, je la protège. Bien. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille, mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements, et elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté de la naissance. Je vais m'arrêter là, même si la phrase continue. Là, c'est très important. Autant la beauté de la princesse, de la future princesse, pardon, de Mademoiselle de Chartres, a été réglée en 3 lignes sur une beauté à la cour, beauté parfaite, donna de l'admiration. Bon, on a compris, elle est magnifique. Voilà, tous les regards se tournent vers elle. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est bien évidemment l'importance accordée à l'éducation et à une éducation assez novatrice. C'est-à-dire que la mère fait la leçon à sa fille, voilà, et elle fait la leçon en direct, et ce sur quoi elle insiste le plus, c'est tout ce qui est en rapport avec la vie conjugale et l'amour au sens large. Et Madame de Chartres a une éducation assez étonnante ou détonnante pour son époque, c'est-à-dire que au lieu de dire attention, ce qui est appelé ici dans le texte la galanterie, dont on nous dit la plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. La galanterie à prendre au sens des intrigues amoureuses, voilà. Bon, Madame de Chartres, elle fait l'inverse, c'est-à-dire que au lieu de cacher sous le tapis,
de dissimuler toute cette partie un peu honteuse de l'amour, de la séduction, de la galanterie. Bon, faut voir qu'on est dans des sociétés très croyantes, avec beaucoup de morale, beaucoup de vertu. Voilà. Hein, il est hors de question d'avoir des relations hors mariage, de vivre en concubinage. Tout ça, c'est totalement proscrit. Bon, donc, Madame de Chartres, au lieu de n'en pas parler en disant « je n'en parle pas, comme ça, elle n'en saura rien », au contraire, éducation, entre guillemets, moderne, elle en parle, elle explique beaucoup à sa fille, elle communique, elle ne lui cache rien, et dans le but de lui expliquer que les choses ne sont pas si simples et que derrière telle ou telle relation amoureuse peuvent ensuite se cacher des souffrances, de l'abandon, de la jalousie. Bref, derrière le sentiment noble de l'amour peuvent se cacher toute une déclinaison de sentiments plus ou moins douloureux. Et donc, c'est ce qu'elle dit elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour, elle lui montrait ce qu'il a d'agréable, donc le positif, pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Donc, elle montre le positif, mais très certainement en insistant davantage sur les conséquences, et des conséquences qui peuvent être autrement négatives. En gros, si je suis schématique et un peu familier, pour quelques instants de bonheur peuvent suivre de nombreuses semaines, mois, voire années un peu de malheur. Voilà. Et donc après, elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie, leur infidélité, les malheurs domestiques. Et donc là, vous avez une cascade de termes négatifs, puisque vous avez dangereux, peu de sincérité, tromperie, infidélité, malheur domestique. Et donc, on a toutes ces choses qui sont plutôt, qui dénigrent, qui rabaissent et qui sont plutôt négatives. Donc, l'éducation qui est donnée à la princesse, la future princesse, à Mademoiselle de Chartres, elle est, d'après notre texte, très grandement axée sur les relations, on va dire, amoureuses au sens large. Vous avez vu, il n'est pas question d'éducation où vous allez faire des mathématiques, de l'anglais, du français ou des sciences physiques. Non, pas du tout. Vous avez aucun détail. Je rappelle que généralement les jeunes filles de la noblesse à ces époques-là, elles sont envoyées au couvent, d'accord ? L'éducation dans un couvent, on leur apprend finalement à devenir de futures bonnes épouses. Si je suis un peu dans les clichés, on vous apprend à jouer d'un instrument de musique, à savoir coudre et quelques autres choses comme ça. Et puis arrivé à 14-15 ans, on vous retire du couvent dans le but de vous trouver un mari. Voilà, si je suis assez schématique. Je vais vous mettre en pièce jointe sur Pronote un fichier qui vous explique les choses un petit peu plus dans le détail, mais voilà. Bon, donc Madame de Chartres, elle a quand même une éducation à base de dialogue, à base de discussion avec sa fille, et elle semble ne rien lui cacher. Voilà. Donc, c'est ça qui est très intéressant dans ce texte, et c'est ça qu'il faut que vous disiez à votre examinateur, c'est-à-dire que ce portrait de la princesse de Clèves, c'est avant tout un portrait moral. On a très très peu de physique, ensuite on a son origine familiale, on a compris, hein, elle vient d'une famille très très élevée, et puis ensuite, pendant 15 à 20 lignes, c'est son éducation morale en lien avec les relations amoureuses. Et ça, c'est très très important parce que ça va conditionner toute la suite du roman.
et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.